Bonjour, on est très content de vous retrouver pour cette pastille consacrée à Édouard Manet. Un homme se détache quelques instants de sa lecture. Le bureau, constellé de lettres, ne laisse planer aucun doute sur l'identité de cet homme, un intellectuel, un homme de lettres. Cet homme, c'est Émile Zola. Et la brochure qu'il a écrite sur Édouard Manet, négligemment semée dans le bric-à-brac, n'est pas laissée là au hasard. Zola a toujours été du peintre et ce portrait est un hommage à l'écrivain. Ce portrait est peint par Édouard Manet donc. En 1868, il est conservé à Paris, au musée d'Orsay. Quelques mots peut-être sur Édouard Manet. Pour beaucoup d'entre nous, Manet c'est Olympia. Ce tableau peint en 1863 qui fait scandale au Salon en 1865. Zola fut d'ailleurs un allié fidèle de Manet, louant le goût du jeune peintre pour le monde moderne. On remarque d'ailleurs, parmi les images disséminées autour de Zola, une reproduction de l'Olympia. Olympia déchaîne les critiques au salon. On se gausse, on vitupère, on s'insurge, on ricane, on s'ébobie. L'œuvre est obscène pour les uns, redoutablement audacieuse, moderne pour les autres. Elle ne laisse pas indifférent. Je cite, pour le plaisir, les mots du critique Ernest Chénaud dans Le Monde illustré. « Je m'arrêtais tout ébahi devant un autre tableau qui, lui aussi, avait son public stupéfait. La nuit a été mauvaise, c'est évident. Une insomnie, panachée de colique, en a troublé la sérénité. Son teint l'indique. L'auguste jeune fille est une courtisane, aux mains sales, aux pieds rugueux. Elle est couchée, vêtue d'une babouche et d'une cocarde rouge. Son corps a la teinte livide d'un cadavre exposé à la morgue. Ses lignes sont dessinées au charbon, et ses yeux, éraillés et verdâtres, ont l'air de provoquer le public. Olympia, c'est cette jeune femme, nue et allongée, qui toise sans scier le spectateur, tandis qu'une femme de chambre lui apporte un bouquet de fleurs. Le thème est a priori banal, vu et revu, le nu féminin. Et de fait, Manet multiplie les références. On songe à la Vénus d'Urbain, du Titien, on songe à la Grande Odalisque, d'Ingres, mais ici, rien à voir avec les nus éthérés, sensuels, de Titien ou d'Ingres. C'est une vision, au contraire, qui est très prosaïque. Olympia nous contemple d'un air nonchalant, s'offrant à nous, sereine. On crie à l'impudeur. Rien ne prédestinait Manet à devenir peintre, et encore moins un peintre qui défraie la chronique. Il est le fils d'Auguste Manet, chef du personnel au ministère de la Justice, et d'Eugénie Désirée Fournier, fille d'un diplomate, et filleule du maréchal Bernadotte. Bref, c'est un enfant de la haute bourgeoisie, distinguée, cultivée, terriblement conservatrice. Alors, tirons les fils du monde. Mais observons de plus près cet intérieur. Les murs sont tapissés d'estampes japonaises, et un paravent sur la gauche trahit lui aussi l'appétence pour cet archipel. Le Japon, c'est un nom plein de mystère pour les Occidentaux de 1850, parce que l'histoire de ce pays au XIXe siècle est celle d'une double révélation. Tout d'abord, révélation pour les Européens, comme Manet, comme Zola, qui découvrent une civilisation jusqu'alors inaccessible et méconnue. Et puis, révélation pour les Japonais, qui renouent alors les fils d'un échange avec le monde après plusieurs siècles d'isolement. Le Cipango de Marco Polo s'est en effet isolé du reste du monde pendant plus de 200 ans. Le régime du shogunat interdit la présence d'étrangers sur son sol à partir de 1635, ainsi que les départs des sujets de l'empereur hors des frontières. Voici ce que connaissent du Japon les Européens au XVIIe siècle. Cette carte a été réalisée par le père jésuite Philippe Brier. Elle est conservée à Paris, à la Bibliothèque nationale de France. Donc on se doute bien que dans ces conditions, les contacts sont réduits au minimum et le Japon poursuit au XVIIe, au XVIIIe siècle une histoire totalement à l'écart du reste du monde, hors des circuits d'échanges commerciaux, culturels ou scientifiques. Tout change au milieu du XIXe siècle, quand l'impérialisme des puissances occidentales oblige les autorités nippones à l'ouverture. Les États-Unis envoient en 1853 et 1854 des navires de guerre sous le commandement du commodore Perry dans la baie de Tokyo afin d'obtenir l'autorisation de relâcher dans certains ports de l'archipel et d'y installer des représentants diplomatiques et commerciaux. Une fois la porte entrebâillée, les Britanniques, les Français exigent à leur tour de signer des accords qui intègrent le Japon au grand courant d'échanges mondiaux. Cependant,
Contrairement à la Chine, par exemple, les Japonais parviennent à éviter une mise sous tutelle étrangère en réformant profondément les structures politiques, économiques, sociales et culturelles du pays. À partir de 1868, lors de la période baptisée Restauration de Meiji, les élites nippones se mettent à l'école de l'Occident, invitant des spécialistes français, britanniques, allemands, américains sur leur sol. Ils multiplient les ambassades, les missions d'études, les séjours universitaires chez leurs nouveaux partenaires et concurrents. C'est au prix de ce changement radical d'attitude envers l'extérieur que l'Empire du Soleil Levant connaît une modernisation fulgurante qui le place en quelques décennies au rang des grandes puissances mondiales, comme le prouve de manière éclatante sa participation à l'exposition universelle de 1867 et plus sûrement ses victoires militaires contre la Chine en 1895 puis contre la Russie en 1905. Le Japon de l'ère Meiji, on le découvre ici à travers les clichés d'un photographe, Felice Beato. Beato, comme son nom l'indique, est d'origine italienne. Il a été naturalisé anglais en 1850. C'est l'une des grandes figures de la photographie au Japon, à tel point que l'on a abusivement posé qu'il avait introduit ce médium au Japon et qu'il avait formé les premiers photographes japonais. C'est faux. Alors, comment un Italien naturalisé anglais se retrouve-t-il en Asie ? En 1860, Beato couvre l'expédition franco-britannique en Chine dans le contexte de la Seconde Guerre de l'opium. Les guerres de l'opium, la première se déroule entre 1839 et 1842, imposent à la Chine l'ouverture au commerce international. Donc Beato est en Chine, et puis à Hong Kong, Beato rencontre un Anglais, Charles Wegman, artiste correspondant d'un journal britannique. Les deux hommes se retrouvent à Yokohama, au Japon, et fondent un atelier en 1864, Beato et Wegman, artistes et photographes. L'atelier fonctionne jusqu'en 1867. Il faut imaginer le Japon attirant soudain les étrangers. Suscitant l'intérêt, le Japon attire des esthètes, des aventuriers, des intellectuels et des humanistes, comme l'industriel lyonnais Émile Guimet, qui séjourne quelques semaines à l'occasion de son tour du monde en 1876 et 1877 et en livre ses impressions dans les promenades japonaises en 1878 et 1880. Dans cet ouvrage, qui va jouer un rôle majeur dans la diffusion du goût japonais en France, Guimet raconte l'éblouissement que lui procure une civilisation où le beau lui semble être une préoccupation quotidienne. S'il admire les temples, les représentations du kabuki, les chants bouddhistes, il n'en oublie pas pour autant de mener l'enquête qui l'a conduit jusque-là. C'est par le biais d'innombrables entretiens avec les communautés religieuses japonaises, des prêtres, des moines, qu'il approche la compréhension des fondements des religions japonaises, le Shinto et le bouddhisme, et qu'il en vient à acquérir une prodigieuse collection, 300 peintures, 600 sculptures, qui constituent aujourd'hui le noyau du musée qui porte aujourd'hui son nom à Paris, le musée Guimet, et puis également une partie des collections du musée des Confluences, puisqu'il faut le rappeler, le musée Guimet initialement c'était un musée qui était à Lyon et puis qui a été ensuite transplanté à Paris puisque la greffe hélas n'a pas pris à Lyon. C'est dans ce contexte inédit donc que le public européen découvre la culture et les arts japonais. Les navires de retour d'Orient satisfont les amateurs de paravents, d'éventails, de lacs, de porcelaine, d'estampes, que l'on retrouve aussi bien dans les intérieurs bourgeois que dans ceux de la bohème artistique. On voit ici une estampe d'Okuzai. Alors c'est une œuvre iconique, cette vague immense et écumante. Elle ouvre la série des 36 vues du mont Fuji. Cette vague immense, on la retrouvera notamment sur la couverture de La Mer, la célèbre œuvre symphonique de Claude Debussy. Parce que, il faut bien l'avoir à l'esprit, au-delà de l'exotisme des motifs, des objets, les avant-gardes du vieux continent découvrent une autre culture visuelle, des principes inédits de représentation du monde, des codes esthétiques nouveaux qui leur permettent de questionner, voire de remettre en question les canons de la tradition européenne. Culture visible à travers la circulation d'objets et d'œuvres, bien sûr, mais aussi à travers des supports comme la revue Le Japon artistique, éditée par le marchand d'art Siegfried Bing entre 1888 et 1891, ou encore des expositions
Je songe par exemple à l'exposition d'estampes japonaises organisée par ce même Siegfried Bing à l'école des Beaux-Arts en 1890. Il n'est donc pas surprenant que Manet représente Zola, posant dans son cabinet de travail entouré de japonaiseries. Cette présence discrète mais évidente affirme clairement l'adhésion de ces artistes et de ces intellectuels à la modernité artistique, des objets en guise de manifeste esthétique en quelque sorte.